Le sprinkler techno. En fait, c'est ça. Moi, j'avais fait une présentation à un moment donné là-dessus sur les tests automatisés. Euh, Moi, je regroupe ça vraiment en trois familles, là. Donc, t'as les tests unitaires, tu as les tests d'intégration, puis tu as les tests fonctionnels, selon moi. Donc, puis après, tu as un paquet de dérivés, là, des tests end-to-end, des tests de UI, les tests qui se classent un petit peu dans ces grandes familles-là. Mais moi, ce que je trouve intéressant, puis je me fais tout le temps un petit peu l'avocat du diable là-dedans, tu sais, cette pyramide-là en tant que telle, tu sais, c'est ça, moi, je la vois beaucoup comme plus que tu es dans le bas de la pyramide, c'est des tests qui sont courts dans le temps, faciles à mettre en place, puis qui sont très peu coûteux. Donc, les tests unitaires, pour moi, c'est dans cette catégorie-là. Par contre, tu l'as bien mentionné, Pascal, c'est quoi un test unitaire, puis c'est quoi la limite d'un test unitaire? Puis là, pour moi, il y a plein de zones grises. Tu sais, il y a, ben, j'ai éliminé mes propres zones grises, là, mais sur le marché, il y a plein de zones grises. Pour moi, un test unitaire, c'est quand tu es capable d'isoler ta classe, tu testes de façon indépendante de ta classe sans influence externe. Donc, tu prends une classe utilitaire, puis tu as des fonctions, tu testes chacune des fonctions de façon unitaire. Ça, c'est correct, c'est bon. Là où ça devient comment je pourrais dire, plus nébuleux, c'est quand tu arrives, admettons, euh, tu viens pour développer une API. Par exemple. Tu développes un API puis tu vas faire des tests unitaires sur un API. Souvent, là c'est sûr que les patterns changent d'une entreprise à l'autre, là, mais moi, le pattern que je connais beaucoup, c'est contrôleur, service, repository. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français, là, mais grosso modo, ton contrôleur, c'est ça qui route ta requête. Ton service, c'est ça qui contient ta logique d'affaires. Puis ton repository, c'est ta couche d'accès aux données en tant que telle. Et là, ta couche d'accès aux données, bien, il y a une intégration parce qu'elle se connecte à une base de données. Qu'est-ce que tu fais avec la base de données dans un test unitaire? Est-ce que tu déploies une base de données à côté, que tu pousses plein de données, puis là, après, tu fais tes tests unitaires sur le bout de code qui appelle la BD? Ben, il y en a qui vont dire oui. Moi, je veux dire non parce que je crée une dépendance sur la base de données. Donc, je ne peux pas tester. Ça ne respecte pas, selon moi, les critères d'un test unitaire qui est rapide, peu coûteux à mettre en place et c'est quoi que tu avais marqué? Attends, efficacité. Donc, il faut que ça soit efficace. Donc, tu sais, on comprend que si il faut que je monte une base de données avec des données à côté, c'est long de monter une base de données. C'est long de pomper des données à l'intérieur. C'est long. Donc, on n'est plus dans les critères d'un test unitaire. Puis, le même principe pour un contrôleur. Un contrôleur, c'est lui qui reçoit les requêtes. Est-ce que tu démarres ton API pour faire une vraie requête vers ton API pour qu'il frappe le contrôleur pour tester ton contrôleur? Pour moi, c'est un test d'intégration aussi parce que tu pars de l'extérieur puis tu appelles une série de couches qui va se rendre éventuellement à ton contrôleur, même s'il n'est pas visible en tant que tel. Donc, c'est là que toutes les bonnes notions dans les tests unitaires, les mocks, les fakes, les stubs, tous ces éléments-là pour justement essayer de limiter et dire je prends vraiment mon contrôleur de façon individuelle, je simule une requête sans simuler tout le déploiement, etc. Là, je teste mon contrôleur. C'est le même principe pour le repository. Ben, tu vas appeler ta base de données, mais tu vas simuler la réponse d'une base de données pour t'assurer que c'est ça, ta classe qui fait ta couche d'accès aux données réagit correctement. Mais c'est un niveau de test selon moi. Puis déjà, cette définition-là est compliquée. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai vu que c'est très compliqué pour certains développeurs de comprendre cette notion-là. Puis quand je dis que c'est encore plus nébuleux, c'est que, tu sais, comme par exemple, si je prends une base de données MongoDB, par exemple. MongoDB, tu peux déployer
tu peux déployer, ben, c'est ça, tu peux déployer une application à une base de données, pousser des données comme je mentionnais, mais il existe des utilitaires qui font comme une genre de simulation de la base de données Mongo en mémoire, puis ça revient au même résultat, puis c'est plus rapide, puis etc. Mais pour moi, c'est la même chose. J'ai une composante externe que je viens rendre dépendant de mon test unitaire. Puis là, mon test unitaire, il est pas isolé. Il y a une dépendance à quelque chose d'autre qui est pas sa simple responsabilité à lui. Là. Donc ça, c'est quelque chose qui est, écoute, j'ai beaucoup de discussions souvent par rapport à ce point-là. Pour moi, qui est clair, mais c'est peut-être juste pour moi, c'est peut-être moi qui ai une avis. Non, je trouve que c'est entièrement raisonnable. En plus, moi, je te dirais que le problème avec supposons une base de données SQL en arrière, qu'une vraie base de données externe là, que tu roules entièrement dehors, c'est une recette pour un désastre parce qu'en plus, s'il y a un changement à ton schéma, au lieu d'avoir 2 ou 3 tests qui échouent, souvent, sur les 40 tests, tu vas en avoir 39 qui vont échouer. Fait que tu ne sais vraiment pas pourquoi ça ne marche pas. Moi, les tests unitaires, à un moment donné, devraient dire facilement c'est quelle classe qui a planté. Tu devrais trouver facilement, pas à cause que la 8e interaction n'a pas fonctionné, pas à cause que tu as oublié de mettre un header, pas à cause. Ça devrait être assez rapide. Il roule vite, puis il exprime rapidement. Tu as changé quelque chose ici, puis tu l'as cassé. Si tu es en train de changer la classe A, B, puis C, puis que c'est un test de la classe D qui pète, tu peux commencer à te dire j'ai peut-être un bizarre de couplage ou j'ai peut-être trop de choses qui se passent dans mon code qui sont déléguées à cette classe-là ou des choses du genre. Moi, j'ai tendance à surmoquer. Mon défaut en test, c'est que je vais surmoquer. Souvent, ça me sert correctement. Des fois, ce que ça fait, c'est que mes tests sont un peu pas clairs. Fine. Quelqu'un qui me code review, je ne l'ostine pas. Fait que je trouve une nouvelle façon de le faire. Puis, mais on a toutes des places où on va facilement. Là. On est comme des bateaux dans des ruisseaux, des fois. Mais le but, c'est quand même que le test exprime clairement ce qu'il essaye de faire. Ça, c'est mon premier critère. Puis qu'il n'y a pas d'effet de bord surprenant qui vont venir péter tous mes tests, toutes ces affaires-là. D'habitude, c'est les 2 affaires. Fait que les bases de données tombent là-dedans. Même Mongo, qui est NoSQL, whatever, c'est les mêmes questions qui vont passer. Puis, la pire affaire, c'est un test qui passe des fois et qui ne passe pas d'autres fois. Fait que si tu passes ton Mongo à travers un pipeline, puis qu'il se trouve un port pour que tu te connectes dessus, puis que s'il roule 2 fois le pipeline sur la même machine, que là, il part 2 fois, puis qu'il y a une collision de port ou quelque chose de même, puis une fois sur 1000, ça ne marche pas, puis que tout le monde fait comme, mais voyons donc, pourquoi ça n'a pas marché? Ah, c'est pas grave, on va recommencer. Déjà, j'aime pas ça. Ouais, cette idée-là de des fois, il faut que ça passe tout le temps. Il ne faut pas qu'il y ait de dépendance entre les ordres. Fait que déjà, tu as des comportements qu'il faut. En unitaire, tout à fait. Moi, je suis d'accord avec la majorité de ce que tu as dit, Jocelyn, puis toi aussi, JP. Le bémol que je mettrais, moi, c'est que moi, j'ai l'habitude de moins faire des mocks. Je fais des mocks quand je n'ai pas le choix. J'essaie de stubber ou d'utiliser un autre type de doublure de test autant que possible pour que ça soit le plus léger possible. Puis, oui, l'intégration vers des third parties, des choses comme ça ne fait évidemment pas partie de ton test unitaire. Là. Si on voit la composante comme étant une unité déployable qui s'exécute dans le même espace mémoire et tout, ben, les tests à l'intérieur, les tests unitaires à l'intérieur de tout ça, moi, perso, à moins que j'interagisse avec une classe qui est en périphérie de cette composante-là, puis qui doit faire un accès soit I/O, réseau, BD, whatever. Donc, ça, je vais l'abstraire, je vais le stubber ou le moquer si je n'ai pas le choix. Mais sinon, je préfère considérer les classes qui ne cachent pas de dépendance difficile à tester comme ça, comme étant des classes friendly. Puis essayer d'utiliser les vraies classes le plus possible parce que c'est souvent dans l'interaction que tu te rends compte que certains contrats ne sont pas respectés. Que, exemple, si vous avez comme standard de code de ne pas retourner nul jamais, là, si tu reçois un nul,
ça ne veut pas dire que ta classe est un problème, mais ça t'a permis de le détecter. Puis là, il faut que tu ailles faire un test unitaire dans une autre classe qui t'a retourné cette affaire-là. Auquel cas, si tu n'avais pas eu cette mini-intégration-là qui est excessivement rapide, soit dit en passant, tu n'aurais pas découvert ça tout de suite. Donc, moi, c'est vraiment ça le bémol que je mettrais, c'est que je ne m'isole pas à tout prix. Je m'isole de ce qui est difficile à tester. Là-dedans, je vais mettre des resource bundles, exemple. Si on est en contexte web, là, ben, resource bundle, il faut que tu sois dans un container pour que le fichier soit à bonne place pour télécharger. Ben, nécessairement, c'est une problématique parce que quand tu fais ton test unitaire, tu ne seras pas dans un container. Donc, des accès BD, des accès réseau. J'aime bien suivre, dans le fond, c'est un petit acronyme que Michael Feather avait donné. C'est Never hide a tough in a tuck. Donc, un tough, c'est un test unfriendly feature. Donc, ça serait justement un appel BD, un appel à une API, un appel HTTP quelconque, ou même un appel IO local. In a tuck, qui est un test unfriendly concept, donc de cacher ça dans des méthodes statiques, finales, dans des singletons, dans des trucs que tu ne peux pas, autrement dit, changer quand tu vas vouloir faire tes tests. Donc, tu n'auras pas l'opportunité ou la flexibilité de faire un substitut pour te soustraire à cette dépendance-là qui est difficile à tester. Mais ton resource bundle, tu vas le tester avec, tu vas te faire une abstraction resource bundle loader, tu vas en avoir une pour les tests et une pour la prod? Moi, ce que j'aimais faire, c'est ça, j'ai pas inventé ça, j'ai pris ça dans le livre Working Efficiently with Legacy Code de Michael Feathers. C'est tu isoles dans le fond, mettons, ça serait une classe avec des méthodes statiques ou des choses comme ça, ou le Resource Bundle, c'en est un autre exemple. Tu peux te faire une implémentation entrepôt de messages, exemple. Puis là, tu la caches derrière ça. Puis ce que tu fournis comme implémentation par défaut, ben, c'est celle-là du Resource Bundle. Mais quand tu arrives en test, ben, tu peux juste te mettre un map en arrière de ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Puis moi, je pense que toutes les stratégies sont bonnes là, tant que le test il représente quelque chose, là, il y a un objectif clair. Là. Il y en a qui sont très imaginatifs là, pour faire des tests qui ne testent pas grand-chose. Là. Puis, Ouais.